Décembre 1983. Le Canard enchaîné révèle une fabuleuse histoire qui s'est déroulée sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing entre 1976 et 1979. La société nationale Elf a perdu 150 millions d'euros dans une énorme entourloupe d'avions dits renifleurs, capables de détecter des gisements pétroliers. Il y a plein de gens qui ont cru que c'était l'invention qui allait sauver la France. Il y avait Jeanne d'Arc, et puis il y avait les avions renifleurs qui allaient sauver la France. L'ennemi public numéro 1 de cette époque-là, c'est la crise pétrolière. Eh bien, on vend une invention qui va balayer la crise pétrolière. Tout le monde veut y croire. En 1976, la France subit de plein fouet la première crise pétrolière. Le prix de l'essence a monté en flèche. À la pompe, il a été multiplié par 3 en 3 ans. L'idée de pénurie suscite un début de panique dans la population. On parle de rationnement. Les 30 glorieuses sont bien terminées. C'était la première crise pétrolière déclenchée par la guerre entre les pays arabes contre Israël et l'embargo qui a été fait à ce moment-là par les pays arabes qui ont arrêté leur livraison de pétrole. Donc il y avait une angoisse sur le pétrole disponible pour le présent et pour le futur. La société d'État Elf Erap connaît des difficultés considérables. Elle vient de perdre ses productions algériennes et irakiennes. L'Iran s'apprête à lui confisquer tous les gisements de gaz qu'elle a découverts et ses dernières recherches ont été particulièrement improductives. Il lui faut absolument trouver de nouveaux sites et la concurrence internationale est féroce. En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde, une industrie puissante, la pétanque. Le gouvernement lance une campagne publicitaire à la télévision. Elle va marquer les esprits. Pourtant, une chose nous manque, une chose essentielle, le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher, trop cher. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et l'une d'elles, la plus prometteuse, vient de l'association de 2 originaux et d'un ex-espion. Aldo Bonassoli, sorte de géotrouve-tout italien, réparateur de télévision, pionnier des effets vidéo, bricoleur de génie. Il s'était illustré en photographiant des ovnis dans le ciel de Milan. Et il a eu des articles dans la presse à ce moment-là, parce qu'il avait inventé là aussi une espèce de longue vue, enfin un appareil pour découvrir les ovnis dans le ciel. Le comte Alain de Villegas, aristocrate belge désargenté, qui vit dans son château familial de Bruxelles. C'était un homme qui était habité par l'étrange, par la recherche de l'étrange, et qui dans d'autres temps aurait pu être un alchimiste. J'ai appris qu'il avait commencé ses recherches avec Aldo Bonassoli en tentant d'extraire de l'or de la mer, en faisant la synthèse du sel. Jean Violet, le 3e homme, a un CV, disons, plus classique. Avocat international et ex-agent secret. Mon père remplissait des missions que lui a signées le gouvernement par l'intermédiaire des chefs des services secrets, qui étaient toujours des missions d'ordre international dans lesquelles les intérêts de la France étaient engagés. C'est lui le personnage central. C'est quelqu'un qui avait à la main toute la superstructure de la France, toute la superstructure, celle qui décide les grands choix de la France, les grands choix notamment pour l'indépendance nationale de la France. C'est donc tout naturellement que Jean Violet devient le promoteur du tandem Bonassoli-Villegas. Et comme il a le bras long, il sollicite Antoine Pinet, 92 ans, célèbre ministre des Finances de la 4e République, icône de la droite anticommuniste. Pinet lui ouvre les portes d'Elf Erap, où il présente aux ingénieurs une découverte révolutionnaire.
Qu'est-ce qu'il leur vend? Il leur vend au fond que la France toute seule, sans les États-Unis, va être le pays qui, avec une compagnie pétrolière la plus grande du monde, parce qu'elle peut avoir accès à l'énergie, et derrière l'énergie, probablement savoir tout ce qui se passe dans le sous-sol. On vend l'invention du siècle, ou même de 10 siècles, un truc extraordinaire. En réalité, l'auteur de ce truc, c'est le géotrouve-tout italien Aldo Bonassoli. Sa découverte repose sur deux types de prospection, delta et oméga. Delta, c'est un système embarqué dans un avion. Un rayon est envoyé en direction de la Terre ou de la mer, et lorsqu'il détecte une nappe, il renvoie un signal. Et une image couleur apparaît sur un écran. Oméga, c'est un appareil terrestre qui procède de la même façon pour préciser les caractéristiques et la position des gisements déjà repérés. Il envoie un rayonnement spécifique sur la cible et il en reçoit une image. C'est une sorte de scanner tout-terrain. Au départ, on s'est dit pourquoi pas. On était dans la situation où refuser une invention qui par la suite peut s'avérer intéressante aurait pu nous coûter cher. D'où la prudence des gens d'Elf en disant au départ on va pas écarter ce monsieur Bonassoli parce qu'il a peut-être trouvé quelque chose. C'est dans cet état d'esprit que la direction d'Elf, Pierre Guillaumat le grand patron et son adjoint Ruttmann décident, comme au poker, de lancer une série d'essais terrestres et aériens. Ils se déroulent en mai 1976 dans le Tarn, et c'est un cadre supérieur d'Elf, le polytechnicien Paul Alba, qui dirige les opérations. J'ai dirigé l'avion, c'était un vol à vue, volontairement. Il faisait très beau, non moins volontairement. J'ai mon brevet de navigateur aérien, donc je savais parfaitement où j'allais. Visée sur 166 degrés 30. Deux couches en horizontale. Première à 2675 mètres. Pétrole plus gaz. Nous savions qu'il y avait des indices de pétrole, mais il n'y avait pas eu de communiqué de l'entreprise, et ça a déclenché. Visée depuis Ourcos, coupe horizontale, profondeur moyenne. C'était très probant. Il y avait Gilbert Ruttmann qui était venu, il était, extraordinairement persuadé que c'était vraiment le truc du siècle. Ce jour-là, on s'est dit, nous allons vraiment gagner le gros lot. Et au retour, d'ailleurs, Gilbert Ruttmann est allé dire au président Guillaumat, ça marche et il faut y aller. Pierre Guillaumat, le patron d'Elf, n'a qu'une crainte, que l'invention du siècle lui passe sous le nez. Il signe à la va-vite un premier contrat avec une société panaméenne nommée Fisalma, dont l'unique actionnaire est le comte de Villegas. Gage de sérieux, la signature a lieu au siège de l'Union de banques suisses à Genève. Et c'est le patron de la banque, Philippe Devecq en personne, fondé de pouvoir de Fisalma, qui appose sa signature à côté de celle de Pierre Guillaumat. Le premier contrat était un contrat d'opération. Nous nous engagions par ce contrat de service à rester dans notre rôle d'utilisateur. C'est-à-dire que nous nous engagions à ne pas essayer de comprendre comment ça se passait. Le premier contrat Elf-Fisalma surprend par son imprudence. Quand on le regarde maintenant, verser 250 millions de francs suisses avec aussi peu de choses en contrepartie, aussi peu de clauses pour récupérer l'argent en cas d'échec ou de mauvaise fortune, c'est surprenant. Moi, je qualifierais ça de chèque en blanc. Non content d'avoir décroché un gros chèque d'Elf, Violet et de Villegas font figurer au contrat une clause qui leur est très favorable. Ce qui va être très très fort de la part de Violet et quelques autres, c'est d'entourer toute l'histoire d'un secret terrible, y compris donc les gens comme Guillaumat, le président, ou Ruttmann, son principal adjoint, ou Alba, etc. Ils acceptaient le secret parce que tous les gens d'Elf, parce que il y avait la menace
continuelle de Villegaz. On disait Villegaz veut vendre ce procédé aux Américains. Le contrat à peine signé, tout ce beau monde obtient un rendez-vous discret à l'Élysée. Un groupe a demandé à me rendre visite en juin 1976, donc c'est le président de la République. Et dans ce groupe, il y avait Antoine Pillet, ancien Premier ministre très respectable, pour lequel il y avait beaucoup de considération, Guillaume, qui était le président de LFERAP, c'est-à-dire du pétrole d'État français, puis d'autres personnages. Il y avait un Belge, qui avait un nom espagnol d'ailleurs, il y avait un avocat français. Je les ai reçus. Ils sont assis devant moi, à l'Élysée, et ils ont expliqué leur affaire. Alors, ils avaient signé la veille un accord sur une méthode de recherche nouvelle du pétrole. Ils m'ont dit, on ne demande pas votre approbation, de toute façon c'est un accord privé, nous ne voulons pas que le gouvernement intervienne, nous tenons à rester libres, etc. Très bien. Dans une lettre envoyée à l'Élysée, Pierre Guillaume, qui veut assurer ses arrières, résume l'entretien de la veille avec le président de la République. Ces lignes valant approbation, il lance dans le plus grand secret l'opération qu'il baptise X. Alain de Villegas se sent des ailes. Il transforme illico son château de famille de Rivieren à Bruxelles en QG. Et dès qu'il reçoit les premiers millions d'elfes, il investit. Il achetait des avions, il a acheté un Mystère, il a acheté un Fokker. À la fin, il a même acheté un Boeing parce qu'il pensait qu'il fallait faire des explorations de longue distance. Tout ça coûtait énormément. Il a acheté des laboratoires, il a construit un hangar sur l'aéroport de Bruxelles, il a acheté du matériel électronique en quantités industrielles, il a acheté une propriété en Irlande, il a acheté un bateau parce qu'il voulait ensuite faire des expériences à partir... Tout ça a coûté des dizaines et des dizaines de millions. Et alors, dans le domaine des expériences, il n'y regardait pas, il voyait grand. Il en profite pour rénover son château du sol au plafond. Le comte Alain de Villegas de Saint-Pierre-Jette se doit d'être à la hauteur de son rang. C'est là qu'il installe ses laboratoires, loge Aldo Bonassoli et par intermittence les informaticiens, les mécaniciens, les pilotes. Donc j'étais logé, nourri quasiment, blanchi et bien payé. De Villegas partait sur un principe, c'est qu'il fallait que les gens soient bien pour bien travailler. Donc, c'est ce qui me fait dire qu'il avait un côté très humain, ce monsieur. Pour entretenir sa flotte et faire fonctionner sa société, Alain de Villegas engage du personnel à la mesure de ses ambitions, plus de 20 salariés. Cette méga infrastructure persuade la direction d'Elf que son partenaire n'est pas un rigolo. Elle met donc sur pied une équipe de géologues et Paul Alba devient le patron de l'opération X. Il lance une première mission en octobre 1976 dans la mer d'Iroise. Pourquoi la mer d'Iroise? Parce qu'à l'époque, c'était un domaine offshore qui n'a d'ailleurs depuis rien rapporté, mais qui était très chaud au sens du langage des pétroliers, et c'était intéressant de savoir s'il y avait vraiment quelque chose ou pas. Donc je me rappelle, j'ai survolé la mer d'Iroise dans ce DC3 de location, et Aldo nous a fait apparaître des structures un peu bizarres, mais pas là où on les attendait, dans des endroits qui ont paru très curieux à nos géologues. Nous avons fait les tests pour voir comment se comportait l'appareil. Nous avons constaté pratiquement il y avait beaucoup d'erreurs qui faisaient l'appareil, parce que tout nouveau pratiquement. Et nous avons fait des tentatives de régler, pour mettre en condition d'avoir la possibilité d'avoir une certaine précision. On m'avait dit, hein, surtout ne cherchez pas à comprendre ce que vous voyez, hein. Ça, c'est de la physique tout à fait de pointe, et vous n'y comprendrez rien, c'est pas de votre niveau, hein. Bon. Moi, je fais de la géologie, je fais pas de la physique, hein. Il y avait les pilotes, et puis derrière, il y avait
un grand rack de 2 mètres de long au moins, rempli d'appareils, hein, et Aldo était devant, et puis passait son temps à bricoler dessus. Hein. Et puis, un peu plus loin, derrière, entre les fauteuils qu'on avait gardés, il y avait un petit écran, une petite console avec un écran sur lequel on voyait de temps en temps, quand on volait, de temps en temps, il y avait un bip-bip, une sonnerie, et en même temps, on voyait une sorte de grosse patate là, qui défilait sur l'écran. Alors, on avait quelque chose qu'on enregistrait en vol et qu'on pouvait revisionner ensuite au laboratoire. Cette campagne sera suivie d'une quinzaine de missions en Aquitaine, en Camargue, dans le golfe de Gascogne et le Gers. Les géologues et les ingénieurs d'Elf respectent le contrat signé par leur société. Ils suivent donc en spectateurs les travaux d'Aldo Bonassoli. Nous n'avions même pas le droit de voir quand il opérait. Il opérait derrière dans une tente et nous n'avions pas le droit de rentrer dans la tente. On avait le droit de récolter les résultats sans savoir d'où ça venait et sans avoir le droit, le moins du monde, de pouvoir les orienter. Et pourtant, l'équipe Elf se montre satisfaite du travail. Paul Alba, dans une note du 18 février 1977, se dit frappé par l'amélioration des résultats et la fiabilité du matériel. Quant à Pierre Guillaumat, dans une lettre au Premier ministre Raymond Barre, il se dit même ébloui par les perspectives que laissent entrevoir les opérations en cours. C'est dans cette ambiance euphorique que le patron d'Elf, atteint par la limite d'âge, cède sa place à Albin Chalandon. Dès son entrée en fonction, il est reçu à l'Élysée. Valéry Giscard d'Estaing m'a mis au parfum, comme on dit, sur cette affaire, en donnant les principales caractéristiques, en m'expliquant que l'impératif majeur était le secret, tout compte tenu de l'ampleur de cette invention sur le plan national. Il m'explique que la gestion de cette affaire sera conduite par mon prédécesseur, Pierre Guillaumat, qui l'a initié et qui aura par conséquent la charge de la gérer. Et que mon devoir consistera à lui assurer les moyens nécessaires à la bonne exécution de cette affaire. Voilà. Je pensais vraiment qu'on était à l'aube d'une révolution mondiale du pétrole et que Elf en serait le promoteur. Lors d'une mission aérienne au large de Brest, l'invention de Bonassoli bascule de simple secret industriel en secret militaire. Un jour, nous venions de décoller et très vite, l'appareil s'est mis à signaler uranium. Il avait repéré de l'uranium. Après, nous avons constaté qu'un sous-marin passait par là au même moment. Stupeur, puisque là, on se dit, mais alors, si ce procédé marche sur des sous-marins nucléaires, qui sont indétectables par nature, puisque c'est bien ça l'objet même du sous-marin nucléaire, c'est d'être indétectable. Si il est détecté, ça devient une affaire d'État. On fait signer les documents à tout le monde. On fait garder le château de Rivière-Aisne. On est toujours en train de faire jurer aux gens qu'ils ne diront rien et on est dans le secret d'État tout le temps. C'est dans cette ambiance de secret exacerbé que la quête du Graal pétrolier se poursuit. Les prospections continuent en France, mais surtout, des recherches à grande échelle sont lancées en Afrique. Nous avons au Maroc, à Almeria, au Gabon, dans les terres du côté de Lambaréné, ensuite au nord de Libreville. On a sillonné tout ça. Nous avions installé deux énormes réservoirs supplémentaires qui nous permettaient d'aller en Afrique sans trop d'escale. Pierre Guillaumat, qui participe aux missions sur le terrain, rend régulièrement compte à l'Élysée. Il était assez optimiste.
Il a dit les premiers résultats sont encourageants, nous n'avons pas fait de découverte, on n'a pas dit qu'il a fait de découverte, nous n'avons pas fait de découverte, mais nous avons eu des échos, au sens des échos magnétiques en quelque sorte, qui sont positifs et qui montrent que le dispositif sans doute est opérationnel. Dans toutes nos opérations, il y avait des choses qui étaient justes, mais il y avait surtout énormément toujours d'incohérences, de contradictions, de choses qui ne collaient pas. Mais on se disait, bon ben ça ne marche pas, mais on va arriver. Aldo tient sûrement quelque chose de valable et il faut arriver à mettre ça, à le maîtriser davantage. Hein. Les géologues ont répertorié une liste impressionnante de gisements potentiels. Il s'agit maintenant de vérifier par des forages si le géotrouve-tout italien dit vrai. Les plus importants ont lieu au printemps 1978 en Afrique du Sud et à Montaigu dans les Pyrénées. On est arrivé à la côte qu'ils nous avaient annoncée et on n'a rien trouvé. Alors on est allé voir avec l'Oméga et voilà l'image qu'on a eue. Alors vous voyez la tige de forage et puis vous voyez deux couches sombres de chaque côté. Ce sont les couches à hydrocarbures. Mais on est juste tombé à l'endroit où les couches s'étaient arrêtées. On se disait c'est quand même bizarre, hein. Pourquoi est-ce qu'on tombe juste au milieu, à l'endroit où il n'y a rien, hein? Et le forage d'Afrique du Sud, là où je suis allé 3 fois, on est tombé dans le basalte. Le basalte, ce n'est pas une roche particulièrement pétrolifère. Au bout de 100 mètres, au bout de 200 mètres, 500 mètres de basalte, nos collègues commençaient à dire « mais la direction, elle est folle de continuer à forer dans le basalte. » Aldo, on y est allé, a dit « non, le pétrole est en dessous. » Et puis finalement, à 5000 et quelques de profondeur, 5900 je crois, le forage s'est coincé. Ah oui, mais Aldo a bien montré que le pétrole était en dessous, il était à 6002. Il suffisait de forer encore un peu et on allait trouver le pétrole. Hein? Alors on a quand même dit non. Après 2 ou 3 000 mètres de basalte, on ne va pas chercher le pétrole en dessous encore. Hein? On faisait des trous, on faisait de notre champ un sondage, 2 sondages, 3 sondages. On en a même fait en mer, qui était coûteux, très coûteux. Moi je disais, trouvez-nous du pétrole, tant que je n'ai pas vu le pétrole, moi je n'y crois pas. Sur le terrain, l'équipe ELF ne partage pas les réticences du patron. C'était quand même difficile de se dire qu'on abandonnait tout, qu'il y avait peut-être quand même quelque chose qui marchait et qu'on allait lâcher au profit d'autres, plus persévérants que nous, une découverte sensationnelle. Notre conclusion, c'était qu'il y avait certainement, à l'époque, un phénomène physique génialement traité par Aldo, mais que le développement technologique était incapable de suivre. Et c'est là que nous sommes montés en pression pour dire « vous êtes incapable d'assurer le développement de cette affaire-là, il faut nous la confier ». Il fallait qu'ils acceptent de nous vendre, de nous céder ce qu'ils appelaient le secret. C'est-à-dire que nous passions d'un rôle d'utilisateur à un rôle de développeur. De Villegas demande la bagatelle de 290 millions d'euros et sans broncher. Le Premier ministre Raymond Barre donne par écrit son feu vert à un montage financier totalement illégal. L'emprunt de la somme par ELF auprès de l'Union de banques suisses sous couvert d'une société écran au Liechtenstein. Ni vu, ni connu. C'est ainsi qu'un nouveau contrat est donc signé entre Albin Chalandon pour ELF et Philippe Devecq pour Fissalma. Le deuxième accord a été un véritable accord d'association. C'est-à-dire qu'il mettait les deux parties à égalité avec possibilité pour l'un d'accéder
à la découverte de l'autre. C'est donc, au fond, le vrai contrat. On commençait, si vous voulez, à fonctionner sur des bases normales et saines. L'atmosphère avait changé parce que, d'une part, Aldo paraissait beaucoup plus libre. Il avait le droit de parler. Hein. Alors avant, il n'avait pas le droit de parler. Il montrait rien en réalité, mais il parlait. Et le comte, lui, paraissait de plus en plus soucieux. D'abord, ça lui faisait mal au cœur de penser que son secret était un peu divulgué, dilapidé, dispersé maintenant. Hein. Il aurait voulu garder. Hein. Et il voyait bien que ça lui filait entre les doigts. Hein. Ce que voulait Elf, c'était qu'on instruise ses ingénieurs, ses chercheurs, et que Bonassoli donne des cours. Bonassoli a donné des cours pendant de longs mois à de jeunes polytechniciens qui recevaient son enseignement, quelquefois un peu perplexes. Et quelquefois, il disait qu'ils n'y comprenaient pas très bien les choses, mais enfin, ils le recevaient. Aldo, pendant une semaine, il leur a fait un grand exposé de tous ces appareils, les uns après les autres, hein, mais en leur racontant des choses à dormir debout, même pour des physiciens qui étaient là, hein, avec imperturbable comme il était, hein, toujours. Toute la matière, l'énergie de la matière, se concentre au sein de la terre, de la masse. C'est pas vraiment ça. 34 ans plus tard, Aldo Bonassoli, toujours aussi sûr de lui, expose avec une conviction sans faille le principe de son invention dans un langage bien à lui. C'est capté par l'avion, pratiquement interagir sur l'appareillage, il y a un tube dedans, pratiquement, qu'il y a du gaz, et il transforme en flux gravitationnel un flux électromagnétique. Et après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez après. Ce langage rend dubitatif la jeune physicienne Brigitte Serrault et l'électronicien venu épauler leurs collègues d'Elf. Mais il ne trouble pas le moins du monde Violet et de Villegas, les deux parrains de l'opération. Maître Violet me disait en aparté, mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez fait l'effort nécessaire pour me mettre au niveau du génie d'Aldo? Et M. de Villegas allant jusqu'à dire, si vous ne comprenez pas Aldo, c'est qu'il est trop génial pour vous, et à la limite, j'ai eu tort de traiter avec vous. Une mission de grande ampleur est organisée au Maroc, le gratin de l'opération X et du voyage. Antoine Pinet, Pierre Guillaumin, le comte de Villegas, Paul Alba, Maître Violet, accompagnent Aldo Bonassoli et les physiciens et géologues d'Elf. C'est au retour de la mission Maroc que les premières fêlures sont apparues, parce que je me rappelle très bien nos jeunes physiciens venant me dire « Nous n'y comprenons rien ». À quoi je leur rappelle, dit, écoutez, comme ça marche bien, c'est que vous n'avez pas assez travaillé. Je me rappelle avoir été assez sec. Et il m'avait dit très poliment, chez Alba, non, nos arguments sont bons. Alors j'ai pris une décision à ce moment-là, consistant à renforcer l'équipe au sens technologique, en introduisant un autre géologue, Claude Royer, que je connaissais bien et qui avait l'avantage d'avoir fait un peu de physique aussi. Durant les missions suivantes, en Camargue et dans les Pyrénées, le nouveau géologue Claude Royer a un œil sur Aldo Bonassoli, l'autre sur ses instruments. Il avait réponse à tout. On lui posait une question et il avait toujours le dernier mot. Mais il donnait des explications qui étaient quand même très incomplètes ou parfois très surprenantes. L'équipe Elf, qui veut en savoir plus sur le fonctionnement des appareils, pousse Aldo Bonassoli dans ses retranchements. Chaque fois qu'on voulait nous faire des choses ou faire des choses inopinées en disant « Ah tiens, on pourrait peut-être aller faire une visée là-bas ou un truc comme ça ». Non, ça marchait jamais. L'appareil était détraqué, on ne sait pas pourquoi. Toujours, hein. Dès qu'on voulait
faire un contrôle, automatiquement, Aldo bloquait. Donc, on en était toujours, nous, avec notre esprit rationnel, on restait en rade. Sentant la pression sur leurs épaules, la vraie personnalité de notre tandem Bonassoli de Villegas se révèle. Aldo, au premier abord, vous disiez, oh, c'est un brave homme, hein. Il aimait bien blaguer, il racontait quand il était dans ces bons moments-là, il racontait des histoires. On avait l'impression que tout allait bien, et puis tout d'un coup, tout allait mal. Il piquait des colères épouvantables, il allait tout casser, il allait jeter les machines dans le lac qui entoure le château. Oui, comme ça, brusquement, là, bon, plus rien n'allait. Si Elf n'est pas content de notre affaire, ne nous aide pas, moi je vais aller chez les Arabes. Hein. Ah oui. Et le comte, il était très gentil, humain, maniable, hein, pendant un moment, mais tout d'un coup, il avait désenvolé. Ici, on commençait à lui dire, écoutez, là, il y a un truc qui ne marchait pas très bien. Nous ne nous trompons jamais. Hein? Et alors, on voyait sa figure s'illuminer. Il était... On se demandait s'il ne se croyait pas sur un strapontin à côté de Dieu. Hein? C'est à ses 2 pieds nickelés qu'Elf a déjà versé des centaines de millions d'euros sans la moindre précaution. Pourtant, la lecture d'un livre paru en 1971 aurait pu éclairer même un espion débutant. L'auteur y racontait l'histoire d'un jeune Italien qui avait fait disparaître en public un vieux pot, des casseroles et une poupée. Il avait inventé, disait-il, un rayon à désintégrer la matière. Son nom, Aldo Bonassoli. Et pourtant, 5 ans plus tard, c'est sur ce magicien que l'État français fonde tous ses espoirs pour résoudre la crise pétrolière. Toute cette affaire était entièrement sous contrôle du président de la République lui-même, et c'était Valéry Giscard d'Estaing, je me rappelle, et Raymond Barre, son Premier ministre. Eux aussi étaient complètement envahis par la foi. Et par conséquent, c'était un bloc de croyants et il n'y avait plus aucun esprit critique qui pouvait se dresser et oser parler. Dans les entretiens assez fréquents que j'avais avec le Premier ministre, il lui arrivait, comme je lui exprimais mes inquiétudes sur l'évolution de cette affaire, il me tensait en me disant « Chalandon, vous n'êtes pas un bon Français, vous n'êtes pas un bon Français ». Enfin, vous comprenez, j'étais un mauvais citoyen parce que j'avais des doutes sur cette affaire. Voilà. C'est dans ce climat qu'au château de Rivieren survient un incident en partie dû au hasard. Début 79, le système a basculé parce que la pression permanente que nous exercions sur l'inventeur lui a amené à baisser sa garde un jour donné. Il n'était pas là, un jour il était parti en Italie, voir sa vieille maman ou je ne sais quoi, et nous avons eu accès aux appareils, et on est passé derrière. Et là, on s'est aperçu que les appareils, c'était du trucage. L'imposture va-t-elle éclater au grand jour? Pas du tout. Car l'équipe Elf se persuade qu'Aldo truque volontairement pour rompre le contrat et aller voir ailleurs. Paul Alba, pour le ménager, lui écrit une belle lettre pleine de flagorneries. Il flatte son génie, lui exprime toute son admiration et souhaite poursuivre le travail avec lui. Il y a tout de même un hic. Une démonstration est prévue devant le président de la République. Ça m'ennuyait beaucoup de voir que c'était M. Pinet qui avait beaucoup insisté pour montrer ça à M. Giscard d'Estaing, etc. Et nous savions que nous allions présenter un trucage. Donc c'est très difficile à vivre, vous savez, dire que c'est pas commode. Moi, je suis sensible quand même
au personnage de l'État. Enfin, c'est pas M. Giscard d'Estaing, mais le président de la République, c'est le président de la République. Le 5 avril 1979, à Soudron, en Champagne, sur un site pétrolier d'Elf, l'invention du siècle est présentée à Valéry Giscard d'Estaing. Comme elle a du plomb dans l'aile, on s'est assuré que la démonstration serait une réussite. En un mot, on bidonne. C'était pas du tout prestigieux, c'était pas la NASA ou je ne sais quoi, c'est des petites baraques en bois. Hein. Et dans une de ces baraques, il y avait la salle où on s'est installé, dans laquelle il y avait un appareil, une espèce de grande caméra avec un drap noir qu'on mettait sur sa tête, puis un écran. L'inventeur était là. L'expérience commence et on va vous montrer, on va chercher avec cet appareil, il y a une cavité qui est à 700 mètres de profondeur, qu'on va chercher, qu'on va trouver, et dans cette cavité, il y a un objet métallique que vous allez pouvoir voir grâce à l'écho. Alors, il se met sous son voile, derrière sa caméra, il ne se passe rien. Il a dit, non, il y a un réglage, quelque chose qui n'est pas bien réglé, il faut remettre les choses au point, je vous demande une demi-heure d'attente. Bon, j'étais un peu mécontent de perdre mon temps dans cette affaire, mais je dis, bon, on attend. On refait la même chose, il se remet derrière sa caméra, il met son voile sur la tête, une lumière s'allume sur l'écran, et tout de suite, on voit une cavité, et dans cette cavité, un objet métallique, une espèce. On avait annoncé un objet métallique, il était là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On lui a fait voir ce qu'il y avait sous un forage. Il a vu la dernière partie du tuyau métallique. C'était la même chose que nous avions montré aux Français d'Elf quand nous avions préparé la présentation. C'était positif. Donc on a fait cette Soudron qui était, si je puis dire, bien, parce qu'il était fait pour être bon. Et M. Giscard d'Estaing est resté impassible. D'ailleurs, je dois reconnaître qu'il a serré les mains en arrivant, il a serré les mains en partant. Il aurait dit à M. Guillaumat en partant, je ne suis pas convaincu, mais s'il n'y a qu'une chance sur 1000, prenez-la. C'est fini par un petit pot de l'amitié, très convivial. Puis M. Giscard d'Estaing est parti avec son avion. Et puis voilà, nous avons plié. J'ai d'ailleurs gardé une bouteille de champagne, un souvenir. Au retour de Soudron, personne ne sait vraiment ce que pense le président de la République. J'arrive à l'Élysée et je me dis, je vais dicter une note à ma secrétaire, parce qu'il faut qu'il y ait un texte là-dessus. Et la première phrase est la suivante. L'impression que j'ai retirée d'expérience à laquelle j'ai assisté à la demande de M. Chalandon et Guillaumat est entièrement négative. Dans le même temps, le géologue Claude Royer rentre à Bruxelles et poursuit ses investigations. En reprenant des photos des divers clichés qui étaient apparus pendant la démonstration, j'ai vu une tache d'eau en bas à droite. Et cette goutte d'eau, en séchant, a transporté vers la périphérie un peu de peinture. Manifestement, ça avait été fabriqué. Alors je suis resté groggy pendant un bon moment. J'étais paralysé. Je me disais, mais non, tout ça maintenant, c'est la preuve que tout est faux. Et alors que, bon, il y avait toujours un doute auparavant, quoi. Et j'ai appelé Alba. Elle me dit, écoute, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien et... Alors là, nous sommes partis, à tort ou à raison, dans une interprétation qui pouvait dire que nous cherchions à sauver les meubles. Dire, c'est que il y a quelque chose, mais Aldo développe un faux truc pour protéger le vrai truc. Et ce qu'on nous présente, c'est ce qu'on appelle le faux secret. Mais il y a un vrai secret quelque part. Ahurissant manque de clairvoyance. Pourtant, il faut trancher, car plus de 600 millions d'euros ont déjà été versés. Le ministre de l'Industrie, André Giraud, que Giscard a enfin mis dans la confidence, fait rapatrier tout l'attirail d'Aldo de Bruxelles à Rueil, en banlieue parisienne, dans une maison louée pour l'occasion.
Et le 24 mai 1979, un physicien indépendant expertise l'invention en présence d'Aldo. On a amené M. Horowitz, qui avait l'avantage d'être un grand physicien et qui était peu discutable, et qui d'ailleurs, c'était une scène un peu surréaliste. Aldo lui dit « je peux voir ce que vous voulez ». Horowitz dit « on va mettre une règle graduée dans derrière la porte et puis vous allez me la voir ». Le test est simple. Aldo Bonassoli installe son matériel, Jules Horowitz passe dans la pièce voisine et dépose une enveloppe contenant la règle. Aldo tripote ses potentiomètres, la règle apparaît sur l'écran, victoire. Horowitz va chercher l'enveloppe et il l'ouvre devant tout le monde. Simplement, Horowitz a cassé la règle. Et Aldo a fait apparaître une règle non cassée. C'est comme ça que le système de la supercherie a été dévoilé, mais c'était surréaliste dans la mesure où ça se passait à 11h30 du matin, et je les ai fait déjeuner ensemble ensuite. Où Horowitz l'avait brillamment mis au tapis, ils ont déjeuné très calmement ensemble, et Aldo expliquant que pourquoi il avait fait une image droite d'un truc cassé. L'appareil qu'ils avaient amené de Bruxelles à Rueil ne marchait pas. Il en manquait une partie, c'est moi qui l'avais démonté exprès. J'avais l'impression qu'il voulait tout me voler. On ne peut pas faire une chose pareille. M'utiliser juste pour faire un essai, puis tout me prendre. Ça veut dire quoi, ça? Alors ça, c'était 100% négatif. Aldo a beau dire qu'il a saboté l'expérience pour préserver son secret, ces appareils sont désormais à disposition des techniciens d'Elf. Il les démonte pièce à pièce et découvre le poteau rose. Le système est ingénieux. Ce qu'Aldo a appelé l'interféromètre est constitué d'une caméra sur un pied, d'une lampe à infrarouge et d'un cadre opaque noir dans lequel il a glissé du papier photo en sandwich entre deux polaroïdes. Quand on illumine le cadre avec l'infrarouge, on ne voit rien. Le cadre reste complètement noir. Par contre, la caméra est sensible à l'infrarouge et elle voit l'image qu'il y a derrière les polaroïdes. Vous mettez un morceau de journal derrière les deux polaroïdes, vous pouvez lire le journal à l'aide de la caméra. Oui, c'était un très très malin. Très très malin. Ce ne sont pas des journaux qu'Aldo Bonassoli va faire apparaître, mais des centaines de gisements de pétrole qu'il confectionnait de sa main. Il avait sa boîte de peinture et puis il s'amusait à faire des couches. C'était le magicien qui faisait apparaître des images à des gens qui avaient tellement envie de voir ces images-là, voyez. Et ça lui faisait plaisir de faire plaisir à tellement de gens d'un coup, et surtout des gens si importants. Pour Delta, le système embarqué dans l'avion, Aldo se révèle un précurseur des effets vidéo. C'était un habillage, le système consistant pour Aldo à enregistrer sur un magnétoscope des images qu'il dessinait lui-même d'ailleurs, et ensuite à synchroniser le déroulement des images avec le fonctionnement de l'avion, ce qui n'était pas très difficile. Peigner des images de gisement, et puis après il les filmait. Il pouvait déclencher ça par une télécommande alors qu'il était au milieu de l'avion. Donc il n'apparaissait pas comme manipulant son matériel. L'image commençait à apparaître en haut d'écran, puis elle descendait dans l'écran, et on avait vraiment l'impression qu'on survolait le gisement. La cause est entendue, Elf s'est fait escroquer. Mais il est encore possible de limiter les dégâts. Monsieur de Villegas pouvait débloquer à son gré l'argent qu'on avait déposé en signature du deuxième contrat, il pouvait le débloquer et partir où il voulait. Donc, et sur une colère d'Aldo, il l'aurait fait, parce que monsieur de Villegas a toujours soutenu Aldo. Une réunion est donc organisée au château de Wolfsberg, une propriété de l'Union de banques suisses.
On était tous d'accord pour dire, là vraiment on va mettre Aldo au pied du mur, hein, en lui montrant que son appareil était truqué. Hein. Il s'agit surtout de convaincre de la duperie Pierre Guillaumat, Albin Chalandon, et surtout ceux qui se sont portés garants de l'invention, Antoine Pinet, Philippe Devecq, Maître Violet. La scène se passe entre Aldo Bonassoli et la jeune physicienne Delphes. Et on lui dit, écoutez Aldo, allez-y maintenant, vous nous montrez, Brigitte étant là. Et Aldo commence son truc, et à un moment donné, Brigitte lui saute dessus, lui arrache le Polaroid des mains et montre que l'image était dans le Polaroid. D'accord. Et là, c'est Brigitte, alors là, ça a été le... Poum. Bon, ça a été réglé d'un point de vue Villegaz, d'un point de vue Devecq, Antoine Pinet, qui sont partis dans un coin avec M. Chalandon et M. Guillaumat pour dire maintenant comment vous nous rendez l'argent. Un accord est conclu entre Albin Chalandon, le patron d'Elf, et le banquier Devecq, qui a bloqué le compte de Fissalma, la société d'Alain de Villegas. C'est-à-dire que Fissalma garde le premier versement de 200 millions de francs suisses, puisque ça a été signé, que c'était bien, que tout le monde était content. Quant au reste, on organise le remboursement par la liquidation, la vente des avions, la vente des immeubles, la vente du bateau, enfin bref, de tout le matériel et de tout ce qu'il y avait. Et il est entendu que M. de Villegas ne sera pas, qu'il n'y aura pas de plainte, pas de poursuite, puisque personne n'a rien... reconnaît qu'une personne n'a rien contre lui directement. Villegas s'en sort bien, d'autant qu'il est impossible de s'y retrouver dans la valse des millions. On apprend seulement qu'il en a donné un paquet à des œuvres caritatives et qu'à Châteauneuf de Galore, dans la Drôme, il a versé 6 millions d'euros pour la construction d'une église dédiée à Marthe Robin, une mystique catholique à qui la Vierge Marie rendait souvent visite. Villegas finit là complètement ruiné. Et je pense que n'ayant plus même de moyens matériels suffisants pour vivre, il est parti vivre dans un couvent, il est devenu moine quelque part au Pérou ou en Bolivie. Aldo Bonassoli s'évapore dans la nature et le pouvoir passe cette pitoyable affaire d'avion renifleur par pertes et profits. Les élections présidentielles se pointent à l'horizon. Seulement voilà, en 1980, la Cour des comptes met son nez dans les factures d'Elf et découvre que le sous-compte 636, études, recherches et documentation technique, dissimule les millions des avions renifleurs. Résultat, une enquête et un rapport. Branle-bas de combat à Matignon. Le Premier ministre Raymond Barre ordonne par écrit au président de la Cour des comptes de garder un secret absolu sur le malencontreux rapport. La révélation de cette histoire serait du plus mauvais effet dans la campagne électorale. Les diamants de Bokassa suffisent. Au revoir. C'est le Canard enchaîné, 2 ans après l'arrivée de François Mitterrand et de la gauche au pouvoir, qui déterre cette ultime affaire de l'ère Giscard. Pierre Péan a reçu une confidence d'un haut fonctionnaire. Il me parle d'avions qui étaient censés trouver le pétrole dans le sol, uniquement en survolant. Alors, qui a prononcé le premier le mot renifleur? Il est probable que ce soit le haut fonctionnaire. Quelle aubaine pour la gauche! Le jeune secrétaire d'État au budget, Henri Emmanuelli, révèle devant l'Assemblée nationale qu'un rapport de la Cour des comptes a disparu des archives. Il met en cause son président Bernard Beck. Quant au très petit nombre d'exemplaires qui restaient, y compris d'ailleurs le brouillon du rapport, M. Beck les détenait personnellement dans son coffre à la première présidence. Ce sont ces exemplaires qu'il reconnaît lui-même avoir détruits par lacération. Je rappelle que cette action, que je n'hésite pas à qualifier de forfaiture, s'est déroulée à la fin de novembre 1982. Forfaiture, le mot est fort, le scandale énorme. Ce qui n'était au départ qu'une arnaque à la Tintin devient une affaire d'État, car Valéry Giscard d'Estaing, le président battu, est mis en cause. Il sort de son silence
et montre en direct au journal télévisé le fameux rapport dont il possédait, lui, un exemplaire. Aux Françaises et aux Français. Cour des comptes, confidentiel, rapport confidentiel sur certaines opérations de l'entreprise de recherche et d'activité pétrolière. Et quand ce secrétaire d'État, hier, prononçait ses accusations vis-à-vis de la Cour des comptes, institution de la République, concernant le fait que peut-être à l'Élysée ou peut-être à Matignon, on avait détruit ce rapport parce qu'il contiendrait des informations compromettantes, il n'avait posé aucune question, ni au Premier ministre, à mon ancien Premier ministre, ni à aucun de mes collaborateurs. Michel Poniatowski, ex-ministre de l'Intérieur, l'homme des coups tordus de l'époque Giscard, monte au créneau. Une attaque qui a été lancée contre Giscard et qui est une attaque stupide, mensongère, honteuse et, disons-le, dégueulasse. Une opération de ce style ne se fait qu'avec l'autorisation du président en exercice. Oui, enfin, ça c'est pour dire que le dégueulasse, c'est Mitterrand. La gauche voit dans les avions renifleurs au mieux un blanchiment d'argent, au pire un financement occulte de la droite. Le Parlement crée une commission d'enquête. Alors on s'est dit, mais comment c'est possible ? Voilà, comment c'est possible ? Qui est l'inventeur ? Qu'est-ce que c'est cette invention ? Est-ce qu'elle avait quelques chances d'être crue, d'être réelle ? Comment le gouvernement et le président de la République lui-même ont pu cautionner cela ? Voilà. La presse se déchaîne. C'est le premier affrontement sérieux gauche-droite du septennat Mitterrand. Les accusations fusent. Et, loin du tumulte politique qu'il a provoqué, Aldo Bonassoli poursuit inébranlable son idée fixe. Vous croyez vraiment à votre système ? Sérieusement ? Ben oui. Je ne croyais pas, alors pratiquement, je ne serais pas ici à dépenser un coup de sous pour faire des tests, pour réformer mon dossier. Bon, alors, quelle était la technique employée ? Ouh là là, monsieur, attention, entrons pas dans le secret, parce que là, je ne peux pas divulguer les secrets. Hein. Ce qui est absolument étonnant, c'est que autant de personnes compétentes, intelligentes, instruites, aient pu se faire avoir par un petit bonhomme comme Aldo, parce que finalement, moi j'y ai cru parce que toi tu y as cru, et tu y as cru parce que l'autre y avait cru aussi. Si on ne voit pas le contexte, c'est absolument incompréhensible. On peut imaginer qu'on a été gouverné par des abrutis absolus pendant quelques années. Mais c'est le problème des découvertes, c'est ça. C'est le problème de l'inconnu de la découverte. Parce que il y a des gens qui, de temps en temps, ont une idée que les autres n'ont pas et qui se révèlent être une idée très brillante. Aldo Bonassoli ferait-il partie de ces génies méconnus ? En 2012, il vit d'une modeste pension de 350 € par mois et répare toujours des postes de télévision à Lurano, en Italie. Il persiste et signe. L'invention du siècle tient dans un gros cahier. Ah, ces affaires, moi je ne le lâche pas. Non, pas non plus. Non. Je continue. Je ne le fais pas moi, parce que je serai plus sur la terre, parce que maintenant je suis très très vieux. Seront les autres qui recevront ça.
après les autres, hein, mais en leur racontant des choses à dormir debout, même pour des physiciens qui étaient là, hein, avec imperturbable comme il était, hein, toujours. Toute la matière, l'énergie de la matière, se concentre au centre de la terre, de la masse. C'est pas vraiment ça. 34 ans plus tard, Aldo Bonassoli, toujours aussi sûr de lui, expose avec une conviction sans faille le principe de son invention dans un langage bien à lui. C'est éclaté par l'avion, pratiquement interagir sur l'appareillage, il y a un tube dedans, pratiquement, qu'il y a du gaz, et il transforme en flux gravitationnel un flux électromagnétique. Et après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez après. Ce langage rend dubitatif la jeune physicienne Brigitte Serrault et l'électronicien venu épauler leur collègue Delphes. Mais il ne trouble pas le moins du monde Violet et De Villegas, les deux parrains de l'opération. Maître Violet me disait en aparté, mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez fait l'effort nécessaire pour me mettre au niveau du génie d'Aldo? Et M. De Villegas allant jusqu'à dire, si vous ne comprenez pas Aldo, c'est qu'il est trop génial pour vous, et à la limite, j'ai eu tort de traiter avec vous. Une mission de grande ampleur est organisée au Maroc, le gratin de l'opération X et du voyage. Antoine Pinet, Pierre Guillaumin, le comte de Villegas, Paul Alba, Maître Violet, accompagnent Aldo Bonassoli et les physiciens et géologues Delphes. C'est au retour de la mission Maroc que les premières fêlures sont apparues, parce que je me rappelle très bien nos jeunes physiciens venant me dire « Nous n'y comprenons rien ». À quoi je leur rappelle, je leur dis écoutez, comme ça marche bien, c'est que vous n'avez pas assez travaillé. Je me rappelle avoir été assez sec. Il m'avait dit très poliment, chez Alba, non, nos arguments sont bons. Alors j'ai pris une décision à ce moment-là, consistant à renforcer l'équipe au sens technologique, en introduisant un autre géologue, Claude Royer, que je connaissais bien et qui avait l'avantage d'avoir fait un peu de physique aussi. Durant les missions suivantes, en Camargue et dans les Pyrénées, le nouveau géologue Claude Royer a un œil sur Aldo Bonassoli, l'autre sur ses instruments. Il avait réponse à tout. On lui posait une question et il avait toujours le dernier mot. Mais il donnait des explications qui étaient quand même très incomplètes ou parfois très surprenantes. L'équipe ELF, qui veut en savoir plus sur le fonctionnement des appareils, pousse Aldo Bonassoli dans ses retranchements. Chaque fois qu'on voulait nous faire des choses ou faire des choses inopinées en disant tiens, on pourrait peut-être aller faire une visée là-bas ou un truc comme ça. Non, ça marchait jamais. L'appareil était détraqué, on ne sait pas pourquoi. Toujours, hein. Dès qu'on voulait faire un contrôle, automatiquement, Aldo bloquait. Donc, on en était toujours, nous, avec notre esprit rationnel, on restait en rade. Sentant la pression sur leurs épaules, la vraie personnalité de notre tandem Bonassoli-De Villegas se révèle. Aldo, au premier abord, vous disiez c'est un brave homme, hein. Il aimait bien blaguer, il racontait quand il était dans ces bons moments-là, il racontait des histoires. On avait l'impression que tout allait bien, et puis tout d'un coup, tout allait mal. Il piquait des colères épouvantables, il allait tout casser, il allait jeter les machines dans le lac qui entoure le château. Oui, comme ça, brusquement, là, plus rien n'allait. Si Elf n'est pas content de notre affaire, ne nous aide pas, moi je vais aller chez les Arabes. Hein. Oui. Et le comte, il était très gentil, humain, maniable, hein, pendant un moment, mais
Tout d'un coup, il avait désenvolé. Ici, on commençait à lui dire, écoutez, là, il y a un truc qui ne marchait pas très bien. Nous ne nous trompons jamais. Hein? Et alors, on voyait sa figure s'illuminer. Il était... On se demandait s'il ne se croyait pas sur un strapontin à côté de Dieu. Hein? C'est à ses 2 pieds nickelés qu'Elf a déjà versé des centaines de millions d'euros sans la moindre précaution. Pourtant, la lecture d'un livre paru en 1971 aurait pu éclairer même un espion débutant. L'auteur y racontait l'histoire d'un jeune Italien qui avait fait disparaître en public un vieux pot, des casseroles et une poupée. Il avait inventé, disait-il, un rayon à désintégrer la matière. Son nom, Aldo Bonassoli. Et pourtant, 5 ans plus tard, c'est sur ce magicien que l'État français fonde tous ses espoirs pour résoudre la crise pétrolière. Toute cette affaire était entièrement sous contrôle du président de la République lui-même, et c'était Valéry Giscard d'Estaing, je me rappelle, et Raymond Barre, son Premier ministre. Eux aussi étaient complètement envahis par la foi. Et par conséquent, c'était un bloc de croyants et il n'y avait plus aucun esprit critique qui pouvait se dresser et oser parler. Dans les entretiens assez fréquents que j'avais avec le Premier ministre, il lui arrivait, comme je lui exprimais mes inquiétudes sur l'évolution de cette affaire, il me tensait en me disant « Chalandon, vous n'êtes pas un bon Français, vous n'êtes pas un bon Français ». Enfin, vous comprenez, j'étais un mauvais citoyen parce que j'avais des doutes sur cette affaire. Voilà. C'est dans ce climat qu'au château de Rivieren survient un incident en partie dû au hasard. Début 79, le système a basculé parce que la pression permanente que nous exercions sur l'inventeur lui a amené à baisser sa garde à un jour donné. Il n'était pas là, un jour il était parti en Italie, voir sa vieille maman ou je ne sais quoi, et nous avons eu accès aux appareils, et on est passé derrière. Et là, on s'est aperçu que les appareils, c'était du trucage. L'imposture va-t-elle éclater au grand jour? Pas du tout. Car l'équipe Elf se persuade qu'Aldo truque volontairement pour rompre le contrat et aller voir ailleurs. Paul Alba, pour le ménager, lui écrit une belle lettre pleine de flagorneries. Il flatte son génie, lui exprime toute son admiration et souhaite poursuivre le travail avec lui. Il y a tout de même un hic. Une démonstration est prévue devant le président de la République. Ça m'ennuyait beaucoup de voir que c'était M. Pinet qui avait beaucoup insisté pour montrer ça à M. Giscard d'Estaing, etc. Et nous savions que nous allions présenter un trucage. Donc c'est très difficile à vivre. Vous savez, dire que c'est pas commode. Moi, je suis sensible quand même au personnage de l'État. Enfin, c'est pas M. Giscard d'Estaing, mais le président de la République, c'est le président de la République. Le 5 avril 1979, à Soudron, en Champagne, sur un site pétrolier d'Elf, la gestion de cette affaire sera conduite par mon prédécesseur, Pierre Guillaumat, qui l'a initiée et qui aura par conséquent la charge de la gérer. Et que mon devoir consistera à lui assurer les moyens nécessaires à la bonne exécution de cette affaire. Voilà. Je pensais vraiment qu'on était à l'aube d'une révolution mondiale du pétrole et que Elf en serait le promoteur. Lors d'une mission aérienne au large de Brest, l'invention de Bonassoli bascule de simple secret industriel en secret militaire. Un jour, nous venions de décoller et très vite, l'appareil s'est mis à signaler uranium. Il avait repéré de l'uranium. Après, nous avons constaté qu'un sous-marin passait par là au même moment. Stupeur, puisque là, on se dit, mais alors,
Si ce procédé marche sur des sous-marins nucléaires, qui sont indétectables par nature, puisque c'est bien ça l'objet même du sous-marin nucléaire, c'est d'être indétectable. Si il est détecté, ça devient une affaire d'État. On fait signer des documents à tout le monde. On fait garder le château de Rivière-Aisne. On est toujours en train de faire jurer aux gens qu'ils ne diront rien et on est dans le secret d'État tout le temps. C'est dans cette ambiance de secret exacerbé que la quête du Graal pétrolier se poursuit. Les prospections continuent en France, mais surtout, des recherches à grande échelle sont lancées en Afrique. Nous avons au Maroc, à Almeria, au Gabon, dans les terres du côté de Lambaréné, ensuite au nord de Libreville. On a sillonné tout ça. Nous avions installé deux énormes réservoirs supplémentaires qui nous permettaient d'aller en Afrique sans trop d'escale. Pierre Guillaumat, qui participe aux missions sur le terrain, rend régulièrement compte à l'Élysée. Il était assez optimiste. Il a dit les premiers résultats sont encourageants, nous n'avons pas fait de découverte, je n'ai pas dit qu'il a fait de découverte, nous n'avons pas fait de découverte, mais nous avons eu des échos, au sens des échos magnétiques en quelque sorte, qui sont positifs et qui montrent que le dispositif sans doute est opérationnel. Dans toutes nos opérations, il y avait des choses qui étaient justes, mais il y avait surtout énormément toujours d'incohérences, de contradictions, de choses qui ne collaient pas. Mais on se disait, bon ben ça ne marche pas, mais on va arriver. Aldo tient sûrement quelque chose de valable et il faut arriver à mettre ça, à le maîtriser davantage. Hein. Les géologues ont répertorié une liste impressionnante de gisements potentiels. Il s'agit maintenant de vérifier par des forages si le géotrouve-tout italien dit vrai. Les plus importants ont lieu au printemps 1978 en Afrique du Sud et à Montaigu dans les Pyrénées. On est arrivé à la côte qu'ils nous avaient annoncée et on n'a rien trouvé. Alors on est allé voir avec l'Oméga et voilà l'image qu'on a eue. Alors vous voyez la tige de forage et puis vous voyez deux couches sombres de chaque côté. Ce sont les couches à hydrocarbures. Mais on est juste tombé à l'endroit où les couches s'étaient arrêtées. On se disait, c'est quand même bizarre, hein? Pourquoi est-ce qu'on tombe juste au milieu, à l'endroit où il n'y a rien, hein? Et le forage d'Afrique du Sud, là où je suis allé 3 fois, on est tombé dans le basalte. Le basalte, c'est pas une roche particulièrement pétrolifère. Au bout de 100 mètres, au bout de 200 mètres, 500 mètres de basalte, nos collègues commençaient à dire « mais la direction, elle est folle de continuer à forer dans le basalte ». Aldo, on y est allé, a dit « non, le pétrole est en dessous ». Et puis finalement, à 5000 et quelques de profondeur, 5900 je crois, le forage s'est coincé. Ah oui, mais Aldo a bien montré que le pétrole était en dessous, il était à 6002. Il suffisait de forer encore un peu et on allait trouver le pétrole. Hein? Alors on a quand même dit non. Après 2 ou 3 000 mètres de basalte, on ne va pas chercher le pétrole en dessous encore. Hein? On faisait des trous, on faisait de notre champ un sondage, 2 sondages, 3 sondages. On en a même fait en mer. Qui était coûteux, très coûteux. Moi, je disais, trouvez-nous du pétrole, tant que je n'ai pas vu le pétrole, moi, je n'y crois pas. Sur le terrain, l'équipe ELF ne partage pas les réticences du patron. C'était quand même difficile de se dire qu'on abandonnait tout, qu'il y avait peut-être quand même quelque chose qui marchait, et qu'on allait lâcher au profit d'autres, plus persévérants que nous,
une découverte sensationnelle. Notre conclusion, c'était qu'il y avait certainement, à l'époque, un phénomène physique génialement traité par Aldo, mais que le développement technologique était incapable de suivre. Et c'est là que nous sommes montés en pression pour dire « vous êtes incapable d'assurer le développement de cette affaire-là, il faut nous la confier ». Il fallait qu'ils acceptent de nous vendre, de nous céder ce qu'ils appelaient le secret. C'est-à-dire que nous passions d'un rôle d'utilisateur à un rôle de développeur. De Villegas demande la bagatelle de 290 millions d'euros et sans broncher, le Premier ministre Raymond Barre donne par écrit son feu vert à un montage financier totalement illégal. L'emprunt de la somme par Elf auprès de l'Union de banques suisses sous couvert d'une société écran au Liechtenstein, ni vu ni connu. C'est ainsi qu'un nouveau contrat est donc signé entre Albin Chalandon pour Elf et Philippe Devecq pour Fissalma. Le deuxième accord a été un véritable accord d'association. C'est-à-dire qu'il mettait les deux parties à égalité avec possibilité pour l'un d'accéder à la découverte de l'autre. C'est donc, au fond, le vrai contrat. On commençait, si vous voulez, à fonctionner sur des bases normales et saines. L'atmosphère avait changé parce que, d'une part, Aldo paraissait beaucoup plus libre. Il avait le droit de parler. Hein. Alors, avant, il n'avait pas le droit de parler. Il ne montrait rien, en réalité, mais il parlait. Et le comte, lui, paraissait de plus en plus soucieux. D'abord, ça lui faisait mal au cœur de penser que son secret était un peu divulgué, dilapidé, dispersé maintenant. Hein. Il aurait voulu garder. Hein. Et il voyait bien que ça lui filait entre les doigts. Hein. Ce que voulait Elf, c'était qu'on instruise ses ingénieurs, ses chercheurs, et que Bonassoli donne des cours. Bonassoli a donné des cours pendant de longs mois à de jeunes polytechniciens qui recevaient son enseignement, quelquefois un peu perplexes. Et quelquefois, il disait qu'ils n'y comprenaient pas très bien les choses, mais enfin, ils le recevaient. Aldo, pendant une semaine, il leur a fait un grand exposé de tous ces appareils. L'invention du siècle est présentée à Valéry Giscard d'Estaing. Comme elle a du plomb dans l'aile, on s'est assuré que la démonstration serait une réussite. En un mot, on bidonne. C'était pas du tout prestigieux, c'était pas la NASA ou je ne sais quoi, c'était des petites baraques en bois. Hein. Et dans une de ces baraques, il y avait la salle où on s'est installé, dans laquelle il y avait un appareil, une espèce de grande caméra avec un drap noir qu'on mettait sur sa tête, puis un écran. L'inventeur était là. L'expérience commence et on va vous montrer. On va chercher avec cet appareil. Il y a une cavité qui est à 700 mètres de profondeur, qu'on va chercher, qu'on va trouver. Et dans cette cavité, il y a un objet métallique que vous allez pouvoir voir grâce à l'écho. Alors, monsieur met sous son voile, derrière sa caméra, il ne se passe rien. Il a dit, non, il y a un réglage, quelque chose qui n'est pas bien réglé, il faut remettre les choses au point, je vous demande une demi-heure d'attente. Bon, j'étais un peu mécontent de perdre mon temps dans cette affaire, mais je dis, bon, on attend. On refait la même chose, il se remet derrière sa caméra, il met son voile sur la tête, une lumière s'allume sur l'écran, et tout de suite, on voit une cavité, et dans cette cavité, un objet métallique, une espèce. On l'avait annoncé un objet métallique, il était là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On lui a fait voir ce qu'il y avait sous un forage. Il a vu la dernière partie du tuyau métallique. C'était la même chose que nous avions montré aux Français d'Elf quand nous avions préparé la présentation. C'était positif. Donc on a fait cette soudron qui était, si je puis dire, bien, parce qu'il était fait pour être bon. Et M. Giscard d'Estaing est resté impassible. D'ailleurs, je dois reconnaître qu'il a serré les mains en arrivant, il a serré les mains en partant. Il aurait dit à M. Guillaumat en partant, je ne suis pas convaincu, mais s'il n'y a qu'une chance sur 1000, prenez-la. J'ai fini par
un petit pot de l'amitié, très convivial. Puis M. Giscard d'Estaing est parti avec son avion. Et puis voilà, nous avons plié. J'ai d'ailleurs gardé une bouteille de champagne, un souvenir. Au retour de Soudron, personne ne sait vraiment ce que pense le président de la République. J'arrive à l'Élysée et je me dis, je vais dicter une note à ma secrétaire, parce qu'il faut qu'il y ait un texte là-dessus. Et la première phrase est la suivante. L'impression que j'ai retirée de l'expérience à laquelle j'ai assisté à la demande de M. Chalandon et Guillaume est entièrement négative. Dans le même temps, le géologue Claude Royer rentre à Bruxelles et poursuit ses investigations. En reprenant des photos des divers clichés qui étaient apparus pendant la démonstration, j'ai vu une tache d'eau en bas à droite. Et cette goutte d'eau, en séchant, a transporté vers la périphérie un peu de peinture. Manifestement, ça avait été fabriqué. Alors je suis resté groggy pendant un bon moment. J'étais paralysé. Je me disais, mais non, tout ça maintenant, c'est la preuve que tout est faux. Et alors que, bon, il y avait toujours un doute auparavant, quoi. Et j'ai appelé Alba. Elle me dit, écoute, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et alors là, nous sommes partis, à tort ou à raison, dans une interprétation qui pouvait dire que nous cherchions à sauver les meubles. Dire, c'est que il y a quelque chose, mais Aldo développe un faux truc pour protéger le vrai truc. Et ce qu'on nous présente, c'est ce qu'on appelle le faux secret. Mais il y a un vrai secret quelque part. Ahurissant manque de clairvoyance. Pourtant, il faut trancher, car plus de 600 millions d'euros ont déjà été versés. Le ministre de l'Industrie, André Giraud, que Giscard a enfin mis dans la confidence, fait rapatrier tout l'attirail d'Aldo de Bruxelles à Rueil, en banlieue parisienne, dans une maison louée pour l'occasion. Et le 24 mai 1979, un physicien indépendant expertise l'invention en présence d'Aldo. On a amené M. Horowitz, qui avait l'avantage d'être un grand physicien et qui était peu discutable, et qui d'ailleurs, c'était une scène un peu surréaliste. Aldo lui dit, je peux voir ce que vous voulez. Horowitz dit, on va mettre une règle graduée dans derrière la porte, et puis vous allez me la voir. Le test est simple. Aldo Bonassoli installe son matériel, Jules Horowitz passe dans la pièce voisine et dépose une enveloppe contenant la règle. Aldo tripote ses potentiomètres, la règle apparaît sur l'écran, victoire. Horowitz va chercher l'enveloppe et il l'ouvre devant tout le monde. Simplement, Horowitz a cassé la règle. Et Aldo a fait apparaître une règle non cassée. C'est comme ça que le système de la supercherie a été dévoilé, mais c'était surréaliste dans la mesure où ça se passait à 11h30 du matin, et je les ai fait déjeuner ensemble ensuite. Où Horowitz l'avait brillamment mis au tapis, ils ont déjeuné très calmement ensemble, et Aldo expliquant que pourquoi il avait fait une image droite d'un truc cassé. L'appareil qu'ils avaient amené de Bruxelles à Rueil ne marchait pas. Il en manquait une partie, c'est moi qui l'avais démonté exprès. J'avais l'impression qu'il voulait tout me voler. On ne peut pas faire une chose pareille. M'utiliser juste pour faire un essai, puis tout me prendre. Ça veut dire quoi, ça? Alors ça, c'était 100% négatif. Aldo a beau dire qu'il a saboté l'expérience pour préserver son secret, ces appareils sont désormais à disposition des techniciens d'Elf. Il les démonte pièce à pièce et découvre le poteau rose. Le système est ingénieux. Ce qu'Aldo a appelé l'interféromètre est constitué d'une caméra sur un pied, d'une lampe à infrarouge et d'un cadre opaque noir dans lequel il a glissé du papier photo en sandwich entre deux polaroïdes. Quand on illumine le cadre avec l'infrarouge, on ne voit rien. Le cadre reste complètement noir. Par contre, la caméra est sensible à l'infrarouge et
elle voit l'image qu'il y a derrière les polaroïdes. Vous mettez un morceau de journal derrière les deux polaroïdes, vous pouvez lire le journal à l'aide de la caméra. Oui, c'était un très très malin. Très très malin. Ce ne sont pas des journaux qu'Aldo Bonassoli va faire apparaître, mais des centaines de gisements de pétrole qu'il confectionnait de sa main. Il avait sa boîte de peinture et puis il s'amusait à faire des couches. C'était le magicien qui faisait apparaître des images à des gens qui avaient tellement envie de voir ces images-là, voyez. Et ça lui faisait plaisir de faire plaisir à tellement de gens d'un coup, et surtout des gens si importants. Pour Delta, le système embarqué dans l'avion, Aldo se révèle un précurseur des effets vidéo. C'était un habillage, le système consistant pour Aldo à enregistrer sur un magnétoscope des images qu'il dessinait lui-même d'ailleurs, et ensuite à synchroniser le déroulement des images avec le fonctionnement de l'avion, ce qui n'était pas très difficile. Peigner des images de gisements, et puis après il les filmait. Il pouvait déclencher. Décembre 1983. Le Canard enchaîné révèle une fabuleuse histoire qui s'est déroulée sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing entre 1976 et 1979. La société nationale Elf a perdu 150 millions d'euros dans une énorme entourloupe d'avions dits renifleurs, capables de détecter des gisements pétroliers. Il y a plein de gens qui ont cru que c'était l'invention qui allait sauver la France. Il y avait Jeanne d'Arc, et puis il y avait les avions renifleurs qui allaient sauver la France. L'ennemi public numéro 1 de cette époque-là, c'est la crise pétrolière. Eh bien, on vend une invention qui va balayer la crise pétrolière. Tout le monde veut y croire. En 1976, la France subit de plein fouet la première crise pétrolière. Le prix de l'essence a monté en flèche. À la pompe, il a été multiplié par 3 en 3 ans. L'idée de pénurie suscite un début de panique dans la population. On parle de rationnement. Les 30 glorieuses sont bien terminées. C'était la première crise pétrolière déclenchée par la guerre entre les pays arabes contre Israël et l'embargo qui a été fait à ce moment-là par les pays arabes qui ont arrêté leur livraison de pétrole. Donc il y avait une angoisse sur le pétrole disponible pour le présent et pour le futur. La société d'État Elf Erap connaît des difficultés considérables. Elle vient de perdre ses productions algériennes et irakiennes. L'Iran s'apprête à lui confisquer tous les gisements de gaz qu'elle a découverts et ses dernières recherches ont été particulièrement improductives. Il lui faut absolument trouver de nouveaux sites et la concurrence internationale est féroce. En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde, une industrie puissante, la pétanque. Le gouvernement lance une campagne publicitaire à la télévision. Elle va marquer les esprits. Pourtant, une chose nous manque, une chose essentielle, le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher, trop cher. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et l'une d'elles, la plus prometteuse, vient de l'association de 2 originaux et d'un ex-espion. Aldo Bonassoli, sorte de géotrouve-tout italien, réparateur de télévision, pionnier des effets vidéo, bricoleur de génie. Il s'était illustré en photographiant des ovnis dans le ciel de Milan. Et il a eu des articles dans la presse à ce moment-là, parce qu'il avait inventé là aussi une espèce de longue vue, enfin un appareil pour découvrir les ovnis dans le ciel. Le comte Alain de Villegas, aristocrate belge désargenté, qui vit dans son château familial de Bruxelles.
C'était un homme qui était habité par l'étrange, par la recherche de l'étrange, et qui dans d'autres temps aurait pu être un alchimiste. J'ai appris qu'il avait commencé ses recherches avec Aldo Bonassoli en tentant d'extraire de l'or de la mer, en faisant la synthèse du sel. Jean Violet, le troisième homme, a un CV, disons, plus classique. Avocat international et ex-agent secret. Mon père remplissait des missions que lui a signées le gouvernement par l'intermédiaire des chefs des services secrets, qui étaient toujours des missions d'ordre international dans lesquelles les intérêts de la France étaient engagés. C'est lui le personnage central. C'est quelqu'un qui avait à la main toute la superstructure de la France, toute la superstructure, celle qui décide les grands choix de la France, les grands choix notamment pour l'indépendance nationale de la France. C'est donc tout naturellement que Jean Violet devient le promoteur du tandem Bonassoli-Villegas. Et comme il a le bras long, il sollicite Antoine Pinet, 92 ans, célèbre ministre des Finances de la 4e République, icône de la droite anticommuniste. Pinet lui ouvre les portes d'Elf et Rapp, où il présente aux ingénieurs une découverte révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il leur vend ? Il leur vend au fond que la France toute seule, sans les États-Unis, va être le pays qui, avec une compagnie pétrolière la plus grande du monde, parce qu'elle peut avoir accès à l'énergie, et derrière l'énergie, probablement savoir tout ce qui se passe dans le sous-sol. On vend l'invention du siècle, ou même de 10 siècles, un truc extraordinaire. En réalité, l'auteur de ce truc, c'est le géotrouve-tout italien Aldo Bonassoli. Sa découverte repose sur deux types de prospection, delta et oméga. Delta, c'est un système embarqué dans un avion. Un rayon est envoyé en direction de la Terre ou de la mer, et lorsqu'il détecte une nappe, il renvoie un signal. Et une image couleur apparaît sur un écran. Oméga, c'est un appareil terrestre qui procède de la même façon pour préciser les caractéristiques et la position des gisements déjà repérés. Il envoie un rayonnement spécifique sur la cible et il en reçoit une image. C'est une sorte de scanner tout-terrain. Au départ, on s'est dit pourquoi pas. On était dans la situation où refuser une invention qui par la suite peut s'avérer intéressante aurait pu nous coûter cher. D'où la prudence des gens d'Elf en disant au départ on va pas écarter ce monsieur Bonassoli parce qu'il a peut-être trouvé quelque chose. C'est dans cet état d'esprit que la direction d'Elf, Pierre Guillaumat le grand patron et son adjoint Ruttmann décident, comme au poker, de lancer une série d'essais terrestres et aériens. Ils se déroulent en mai 1976 dans le Tarn, et c'est un cadre supérieur d'Elf, le polytechnicien Paul Alba, qui dirige les opérations. J'ai dirigé l'avion, c'était en vol à vue, volontairement. Il faisait très beau, non moins volontairement. J'ai mon brevet de navigateur aérien, donc je savais parfaitement où j'allais. Visée sur 166 degrés 30. Deux couches en horizontale. Première à 2675 mètres. Pétrole plus gaz. Nous savions qu'il y avait des indices de pétrole, mais il n'y avait pas eu de communiqué de l'entreprise, et ça a déclenché. Visée depuis Urco, coupe horizontale, profondeur moyenne. C'était très probant. Il y avait Gilbert Ruttmann qui était venu, il était, extraordinairement persuadé que c'était vraiment le truc du siècle. Ce jour-là, on s'est dit, nous allons vraiment gagner le gros lot. Et au retour, d'ailleurs, Gilbert Ruttmann est allé dire au président Guillaumat, ça marche et il faut y aller. Pierre Guillaumat, le patron d'Elf, n'a qu'une crainte, que l'invention du siècle lui passe sous le nez. Il signe à la va-vite un premier contrat avec une société panaméenne nommée Fisalma, dont l'unique actionnaire est le comte de Villegas. Gage de sérieux, la signature a lieu au siège de l'Union de banques suisses à Genève.
Et c'est le patron de la banque, Philippe Devecq en personne, fondé de pouvoir de fils Alma, qui appose sa signature à côté de celle de Pierre Guillaume. Le premier contrat était un contrat d'opération. Nous nous engagions par ce contrat de service à rester dans notre rôle d'utilisateur. C'est-à-dire que nous nous engagions à ne pas essayer de comprendre comment ça se passait. Le premier contrat Elf fils Alma surprend par son imprudence. Quand on le regarde maintenant, verser 250 millions de francs suisses avec aussi peu de choses en contrepartie, aussi peu de clauses pour récupérer l'argent en cas d'échec ou de mauvaise fortune, c'est surprenant. Moi, je qualifierais ça de chèque en blanc. Non content d'avoir décroché un gros chèque d'Elf, Viollet et de Villegas font figurer au contrat une clause qui leur est très favorable. Ce qui va être très très fort de la part de Viollet et quelques autres, c'est d'entourer toute l'histoire d'un secret terrible, y compris donc les gens comme Guillaume, le président, ou Routmann, son principal adjoint, ou Alba, etc. Ils acceptaient le secret parce que tous les gens d'Elf, parce que il y avait la menace continuelle de Villegas. On disait Villegas veut vendre ce procédé aux Américains. Le contrat à peine signé, tout ce beau monde obtient un rendez-vous discret à l'Élysée. Un groupe a demandé à me rendre visite en juin 1976, donc c'est le président de la République. Et dans ce groupe, il y avait Antoine Pillet, ancien Premier ministre très respectable, pour lequel il y avait beaucoup de considération, Guillaume, qui était le président de Elf-ERAP, c'est-à-dire du pétrole d'État français, puis deux ou trois personnages. Il y avait un Belge, qui avait un nom espagnol d'ailleurs, il y avait un avocat français. Je les ai reçus. Ils sont assis devant moi, à l'Élysée, et ils ont expliqué leur affaire. Alors, ils avaient signé la veille un accord sur une méthode de recherche nouvelle du pétrole. Ils m'ont dit, on ne demande pas votre approbation, de toute façon c'est un accord privé, nous ne voulons pas que le gouvernement intervienne, nous tenons à rester libres, etc. Très bien. Dans une lettre envoyée à l'Élysée, Pierre Guillaume, qui veut assurer ses arrières, résume l'entretien de la veille avec le président de la République. Ces lignes valant approbation, il lance dans le plus grand secret l'opération qu'il baptise X. Alain de Villegas se sent des ailes. Il transforme illico son château de famille de Rivieren à Bruxelles en QG. Et dès qu'il reçoit les premiers millions d'Elf, il investit. Il achetait des avions, il a acheté un Mystère, il a acheté un Fokker. À la fin, il a même acheté un Boeing parce qu'il pensait qu'il fallait faire des explorations de longue distance. Tout ça coûtait énormément. Il a acheté des laboratoires, il a construit un hangar sur l'aéroport de Bruxelles, il a acheté du matériel électronique en quantités industrielles, il a acheté une propriété en Irlande, il a acheté un bateau parce qu'il voulait ensuite faire des expériences à partir... Tout ça a coûté des dizaines et des dizaines de millions. Et alors, dans le domaine des expériences, il n'y regardait pas, il voyait grand. Il en profite pour rénover son château du sol au plafond. Le comte Alain de Villegas de Saint-Pierre-Jette se doit d'être à la hauteur de son rang. C'est là qu'il installe ses laboratoires, loge Aldo Bonassoli et par intermittence les informaticiens, les mécaniciens, les pilotes. Donc j'étais logé, nourri quasiment, blanchi et bien payé. De Villegas partait sur un principe, c'est qu'il fallait que les gens soient bien pour bien travailler. Donc, c'est ce qui me fait dire qu'il avait un côté très humain, ce monsieur. Pour entretenir sa flotte et faire fonctionner sa société, Alain de Villegas engage du personnel à la mesure de ses ambitions, plus de 20 salariés. Cette méga infrastructure persuade la direction d'Elf que son partenaire n'est pas un rigolo. Elle met donc sur pied une équipe de géologues et Paul Alba devient le patron de l'opération X. Il lance une première mission en octobre 1976 dans la mer d'Iroise. Pour
Pourquoi la mer d'Iroise? Parce qu'à l'époque, c'était un domaine offshore qui n'a d'ailleurs depuis rien rapporté, mais qui était très chaud au sens du langage des pétroliers, et c'était intéressant de savoir s'il y avait vraiment quelque chose ou pas. Donc je me rappelle, j'ai survolé la mer d'Iroise dans ce DC-3 de location, et Aldo nous a fait apparaître des structures un peu bizarres, mais pas là où on les attendait, dans des endroits qui ont paru très curieux à nos géologues. Nous avons fait les tests pour voir comment se comportait l'appareil. Nous avons constaté, pratiquement, il y avait beaucoup d'erreurs qui faisaient l'appareil, parce que tout nouveau, pratiquement. Et nous avons fait des tentatives de régler, pour mettre en condition d'avoir la possibilité d'avoir une certaine précision. On m'avait dit, hein, surtout, ne cherchez pas à comprendre ce que vous voyez, hein. C'est de la physique tout à fait de pointe, et vous n'y comprendrez rien, c'est pas de votre niveau, hein. Bon, moi je fais de la géologie, je fais pas de la physique, hein. Il y avait les pilotes, et puis derrière, il y avait un grand rack de 2 mètres de long au moins, rempli d'appareils, hein. Et Aldo était devant, et puis passait son temps à bricoler dessus, hein. Et puis, un peu plus loin, derrière, entre les fauteuils qu'on avait gardés, il y avait un petit écran, une petite console avec un écran sur lequel on voyait de temps en temps, quand on volait, de temps en temps, il y avait un bip-bip, une sonnerie, et en même temps, on voyait une sorte de grosse patate là, qui défilait sur l'écran. Alors, on avait quelque chose qu'on enregistrait en vol et qu'on pouvait revisionner ensuite au laboratoire. Cette campagne sera suivie d'une quinzaine de missions en Aquitaine, en Camargue, dans le golfe de Gascogne et le Gers. Les géologues et les ingénieurs d'Elf respectent le contrat signé par leur société. Ils suivent donc en spectateurs les travaux d'Aldo Bonassoli. Nous n'avions même pas le droit de voir quand il opérait. Il opérait derrière dans une tente et nous n'avions pas le droit de rentrer dans la tente. On avait le droit de récolter les résultats sans savoir d'où ça venait et sans avoir le droit, le moins du monde, de pouvoir les orienter. Et pourtant, l'équipe Elf se montre satisfaite du travail. Paul Alba, dans une note du 18 février 1977, se dit frappé par l'amélioration des résultats et la fiabilité du matériel. Quant à Pierre Guillaumat, dans une lettre au Premier ministre Raymond Barre, il se dit même ébloui par les perspectives que laissent entrevoir les opérations en cours. C'est dans cette ambiance euphorique que le patron d'Elf, atteint par la limite d'âge, cède sa place à Albin Chalandon. Dès son entrée en fonction, il est reçu à l'Élysée. Valéry Giscard d'Estaing m'a mis au parfum, comme on dit, sur cette affaire, en donnant les principales caractéristiques, en m'expliquant que l'impératif majeur était le secret, tout compte tenu de l'ampleur de cette invention sur le plan national. Il m'explique que... Nous savions qu'il y avait des indices de pétrole, mais il n'y avait pas eu de communiqué de l'entreprise, et ça a déclenché. Visée depuis Ourcos, coupe horizontale, profondeur moyenne. C'était très probant. Il y avait Gilbert Ruttmann qui était venu, il était, comment dire, extraordinairement persuadé que c'était vraiment le truc du siècle. Ce jour-là, on s'est dit, nous allons vraiment gagner le gros lot. Et au retour, d'ailleurs, Gilbert Ruttmann est allé dire au président Guillaumat, ça marche et il faut y aller. Pierre Guillaumat, le patron d'Elf, n'a qu'une crainte, que l'invention du siècle lui passe sous le nez. Il signe à la va-vite un premier contrat avec une société panaméenne nommée Fisalma, dont l'unique actionnaire est le comte de Villegas.
Gage de sérieux, la signature a lieu au siège de l'Union de banques suisses à Genève. Et c'est le patron de la banque, Philippe Devecq en personne, fondé de pouvoir de fils Alma, qui appose sa signature à côté de celle de Pierre Guillaume. Le premier contrat était un contrat d'opération. Nous nous engagions par ce contrat de service à rester dans notre rôle d'utilisateur. C'est-à-dire que nous nous engagions à ne pas essayer de comprendre comment ça se passait. Le premier contrat Elf fils Alma surprend par son imprudence. Quand on le regarde maintenant, verser 250 millions de francs suisses avec aussi peu de choses en contrepartie, aussi peu de clauses pour récupérer l'argent en cas d'échec ou de mauvaise fortune, c'est surprenant. Moi, je qualifierais ça de chèque en blanc. Non content d'avoir décroché un gros chèque d'Elf, Viollet et de Villegas font figurer au contrat une clause qui leur est très favorable. Ce qui va être très très fort de la part de Viollet et quelques autres, c'est d'entourer toute l'histoire d'un secret terrible, y compris donc les gens comme Guillaume, le président, ou Routmann, son principal adjoint, ou Alba, etc., ils acceptaient le secret parce que tous les gens d'Elf, parce qu'il y avait la menace continuelle de Villegas. On disait Villegas veut vendre ce procédé aux Américains. Le contrat à peine signé, tout ce beau monde obtient un rendez-vous discret à l'Élysée. Un groupe a demandé à me rendre visite en juin 1976, donc c'est le président de la République. Et dans ce groupe, il y avait Antoine Pinlet, ancien Premier ministre très respectable, pour lequel il y avait beaucoup de considération, Guillaume, qui était le président de Elf-Erap, c'est-à-dire du pétrole d'État français, puis deux ou trois personnages. Il y avait un Belge, qui avait un nom espagnol d'ailleurs, il y avait un avocat français. Je les ai reçus. Ils sont assis devant moi, à l'Élysée, et ils ont expliqué leur affaire. Alors, ils avaient signé la veille un accord sur une méthode de recherche nouvelle du pétrole. Ils m'ont dit, on ne demande pas votre approbation, de toute façon c'est un accord privé, nous ne voulons pas que le gouvernement intervienne, nous tenons à rester libres, etc. Très bien. Dans une lettre envoyée à l'Élysée, Pierre Guillaume, qui veut assurer ses arrières, résume l'entretien de la veille avec le président de la République. Ces lignes valant approbation, il lance dans le plus grand secret l'opération qu'il baptise X. Alain de Villegas se sent des ailes. Il transforme illico son château de famille de Rivieren à Bruxelles en QG. Et dès qu'il reçoit les premiers millions d'Elf, il investit. Il achetait des avions, il a acheté un Mystère, il a acheté un Fokker. À la fin, il a même acheté un Boeing parce qu'il pensait qu'il fallait faire des explorations de longue distance. Tout ça coûtait énormément. Il a acheté des laboratoires, il a construit un hangar sur l'aéroport de Bruxelles, il a acheté du matériel électronique en quantités industrielles, il a acheté une propriété en Irlande, il a acheté un bateau parce qu'il voulait ensuite faire des expériences à partir... Tout ça a coûté des dizaines et des dizaines de millions. Et alors, dans le domaine des expériences, il n'y regardait pas, il voyait grand. Il en profite pour rénover son château du sol au plafond. Le comte Alain de Villegas de Saint-Pierre-Jette se doit d'être à la hauteur de son rang. C'est là qu'il installe ses laboratoires, loge Aldo Bonassoli et par intermittence les informaticiens, les mécaniciens, les pilotes. Donc j'étais logé, nourri quasiment, blanchi et bien payé. De Villegas partait sur un principe, c'est qu'il fallait que les gens soient bien pour bien travailler. Donc, c'est ce qui me fait dire qu'il avait un côté très humain, ce monsieur. Pour entretenir sa flotte et faire fonctionner sa société, Alain de Villegas engage du personnel à la mesure de ses ambitions, plus de 20 salariés. Cette méga infrastructure persuade la direction d'Elf que son partenaire n'est pas un rigolo. Elle met donc sur pied une équipe de géologues et Paul Alba devient le patron de l'opération X.
il lance une première mission en octobre 1976 dans la mer d'Iroise. Pourquoi la mer d'Iroise? Parce qu'à l'époque, c'était un domaine offshore qui n'a d'ailleurs depuis rien rapporté, mais qui était très chaud au sens du langage des pétroliers, et c'était intéressant de savoir s'il y avait vraiment quelque chose ou pas. Donc je me rappelle, j'ai survolé la mer d'Iroise dans ce DC-3 de location, et Aldo nous a fait apparaître des structures un peu bizarres, mais pas là où on les attendait, dans des endroits qui ont paru très curieux à nos géologues. Nous avons fait les tests pour voir comment se comportait l'appareil. Nous avons constaté, pratiquement, il y avait beaucoup d'erreurs qui faisaient l'appareil, parce que tout nouveau, pratiquement. Et nous avons fait des tentatives de régler, pour mettre en condition d'avoir la possibilité d'avoir une certaine précision. On m'avait dit, hein, surtout, ne cherchez pas à comprendre ce que vous voyez. Hein. C'est de la physique tout à fait de pointe, et vous n'y comprendrez rien, c'est pas de votre niveau. Hein. Bon, moi je fais de la géologie, je fais pas de la physique. Hein. Il y avait les pilotes, et puis derrière, il y avait un grand rack de 2 mètres de long au moins, rempli d'appareils, hein, et Aldo était devant, et puis passait son temps à bricoler dessus. Hein, et puis, un peu plus loin, derrière, entre les fauteuils qu'on avait regardés, il y avait un petit écran, une petite console avec un écran sur lequel on voyait de temps en temps, quand on volait, de temps en temps, il y avait un bip-bip, une sonnerie, et en même temps, on voyait une sorte de grosse patate là, qui défilait sur l'écran. Alors, on avait quelque chose qu'on enregistrait en vol et qu'on pouvait revisionner ensuite au laboratoire. Cette campagne sera suivie d'une quinzaine de missions en Aquitaine, en Camargue, dans le golfe de Gascogne et le Gers. Les géologues et les ingénieurs d'Elf respectent le contrat signé par leur société. Ils suivent donc en spectateurs les travaux d'Aldo Bonassoli. Nous n'avions même pas le droit de voir quand il opérait. Il opérait derrière dans une tente et nous n'avions pas le droit de rentrer dans la tente. On avait le droit de récolter les résultats sans savoir d'où ça venait et sans avoir le droit, le moins du monde, de pouvoir les orienter. Et pourtant, l'équipe Elf se montre satisfaite du travail. Paul Alba, dans une note du 18 février 1977, se dit frappé par l'amélioration des résultats et la fiabilité du matériel. Quant à Pierre Guillaumat, dans une lettre au Premier ministre Raymond Barre, il se dit même ébloui par les perspectives que laissent entrevoir les opérations en cours. C'est dans cette ambiance euphorique que le patron d'Elf, atteint par la limite d'âge, cède sa place à Albin Chalandon. Dès son entrée en fonction, il est reçu à l'Élysée. Valéry Giscard d'Estaing m'a mis au parfum, comme on dit, sur cette affaire, en donnant les principales caractéristiques, en m'expliquant que l'impératif majeur était le secret, tout compte tenu de l'ampleur de cette invention, sur le plan national. Il m'explique que la gestion de cette affaire sera conduite par mon prédécesseur, Pierre Guillaumat, qui l'a initié et qui aura par conséquent la charge de la gérer. Et que mon devoir consistera à lui assurer les moyens nécessaires à la bonne exécution de cette affaire. Voilà. Je pensais vraiment qu'on était à l'aube d'une révolution mondiale du pétrole et que Elf en serait le promoteur. Lors d'une mission aérienne au large de Brest, l'invention de Bonassoli bascule de simple secret industriel en secret militaire.
Un jour, nous venions de décoller et très vite, l'appareil s'est mis à signaler uranium. Il avait repéré de l'uranium. Après, nous avons constaté qu'un sous-marin passait par là au même moment. Stupeur, puisque là, on se dit, mais alors, si ce procédé marche sur des sous-marins nucléaires, qui sont indétectables par nature, puisque c'est bien ça l'objet même du sous-marin nucléaire, ces recherches avec Aldo Bonassoli en tentant d'extraire de l'or de la mer, en faisant la synthèse du sel. Jean Violet, le troisième homme, a un CV, disons, plus classique. Avocat international et ex-agent secret. Mon père remplissait des missions que lui a signées le gouvernement par l'intermédiaire des chefs des services secrets, qui étaient toujours des missions d'ordre international dans lesquelles les intérêts de la France étaient engagés. C'est lui le personnage central. C'est quelqu'un qui avait à la main toute la superstructure de la France, toute la superstructure, celle qui décide les grands choix de la France, les grands choix notamment pour l'indépendance nationale de la France. C'est donc tout naturellement que Jean Violet devient le promoteur du tandem Bonassoli-Villegas. Et comme il a le bras long, il sollicite Antoine Pinet, 92 ans, célèbre ministre des Finances de la 4e République, icône de la droite anticommuniste. Pinet lui ouvre les portes d'Elf-ERAP, où il présente aux ingénieurs une découverte révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il leur vend ? Il leur vend au fond que la France toute seule, sans les États-Unis, va être le pays qui, avec une compagnie pétrolière la plus grande du monde, parce qu'elle peut avoir accès à l'énergie, et derrière l'énergie, probablement savoir tout ce qui se passe dans le sous-sol. On vend l'invention du siècle, ou même de 10 siècles, un truc extraordinaire. En réalité, l'auteur de ce truc, c'est le géotrouve-tout italien Aldo Bonassoli. Sa découverte repose sur deux types de prospection, delta et oméga. Delta, c'est un système embarqué dans un avion. Un rayon est envoyé en direction de la Terre ou de la mer, et lorsqu'il détecte une nappe, il renvoie un signal. Et une image couleur apparaît sur un écran. Oméga, c'est un appareil terrestre qui procède de la même façon pour préciser les caractéristiques et la position des gisements déjà repérés. Il envoie un rayonnement spécifique sur la cible et il en reçoit une image. C'est une sorte de scanner tout-terrain. Au départ, on s'est dit pourquoi pas. On était dans la situation où refuser une invention, qui par la suite peut s'avérer intéressante, aurait pu nous coûter cher. D'où la prudence des gens d'Elf en disant au départ, on ne va pas écarter ce monsieur Bonassoli parce qu'il a peut-être trouvé quelque chose. C'est dans cet état d'esprit que la direction d'Elf, Pierre Guillaumat, le grand patron, et son adjoint Ruttmann décident, comme au poker, de lancer une série d'essais terrestres et aériens. Ils se déroulent en mai 1976 dans le Tarn, et c'est un cadre supérieur d'Elf, le polytechnicien Paul Alba, qui dirige les opérations. J'ai dirigé l'avion, c'était en vol à vue, volontairement. Il faisait très beau, non moins volontairement. J'ai mon brevet de navigateur aérien, donc je savais parfaitement où j'allais. Visée sur 166 degrés 30. Deux couches en horizontale. Première à 2675 mètres. Pétrole plus gaz. Décembre 1983. Le Canard enchaîné révèle une fabuleuse histoire qui s'est déroulée sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing entre 1976 et 1979. La société nationale Elf a perdu 150 millions d'euros dans une énorme entourloupe d'avions dits renifleurs, capables de détecter des gisements pétroliers. Il y a plein de gens qui ont cru que c'était l'invention qui allait sauver la France. Il y avait Jeanne d'Arc, et puis il y avait les avions renifleurs qui allaient sauver la France.
L'ennemi public numéro 1 de cette époque-là, c'est la crise pétrolière. Eh bien, on vend une invention qui va balayer la crise pétrolière. Tout le monde veut y croire. En 1976, la France subit de plein fouet la première crise pétrolière. Le prix de l'essence a monté en flèche. À la pompe, il a été multiplié par 3 en 3 ans. L'idée de pénurie suscite un début de panique dans la population. On parle de rationnement. Les 30 glorieuses sont bien terminées. C'est la première crise pétrolière déclenchée par la guerre entre les pays arabes contre Israël et l'embargo qui a été fait à ce moment-là par les pays arabes qui ont arrêté leur livraison de pétrole. Donc il y avait une angoisse sur le pétrole disponible pour le présent et pour le futur. La société d'État Elf Erap connaît des difficultés considérables. Elle vient de perdre ses productions algériennes et irakiennes. L'Iran s'apprête à lui confisquer tous les gisements de gaz qu'elle a découverts et ses dernières recherches ont été particulièrement improductives. Il lui faut absolument trouver de nouveaux sites et la concurrence internationale est féroce. En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde, une industrie puissante, la pétanque. Le gouvernement lance une campagne publicitaire à la télévision. Elle va marquer les esprits. Pourtant, une chose nous manque, une chose essentielle, le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher, trop cher. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et l'une d'elles, la plus prometteuse, vient de l'association de 2 originaux et d'un ex-espion. Aldo Bonassoli, sorte de géotrouve-tout italien, réparateur de télévision, pionnier des effets vidéo, bricoleur de génie. Il s'était illustré en photographiant des ovnis dans le ciel de Milan. Et il a eu des articles dans la presse à ce moment-là, parce qu'il avait inventé là aussi une espèce de longue vue, enfin un appareil pour découvrir les ovnis dans le ciel. Le comte Alain de Villegas, aristocrate belge désargenté, qui vit dans son château familial de Bruxelles. C'était un homme qui était habité par l'étrange, par la recherche de l'étrange, et qui dans d'autres temps aurait pu être un alchimiste. J'ai appris qu'il avait commencé